La plupart du temps, quand on est maudit par un dieu, on est maudit par un dieu. Et quand plusieurs membres de ta famille est maudit par un dieu, ils sont maudits par un dieu. Mais dans le cas de l'histoire d'aujourd'hui, on a 3 membres d'une famille qui se sont fait maltraiter à différents degrés certes, par 3 dieux. Sans plus attendre, bienvenue dans Mythologie grecque décomplexée, installe-toi confortablement et serre-toi un verre. Aujourd'hui je te parle de Lycaon, Callisto et Arcas. Tout commence avec Lycaon, roi d'Arcadie, souvent décrit comme tyrannique et orgueilleux, sans trop de respect pour les dieux. Globalement, un connard. Il a eu, avec de nombreuses femmes, une 50aine de fils que je pourrais nommer mais que je ne prendrai pas la peine de le faire, ainsi qu'une fille appelée Callisto. Zeus, ayant eu vent du sbeul qui se passe sur Terre, parce qu'en réalité Lycaon n'est pas le seul à partir en couille, ses fils le surpassent en impiété, Zeus donc décide d'aller constater de ses propres yeux ce que fait la plèbe. Prenant une forme humaine, il descend en Arcadie. Il y fait courir la rumeur qu'un dieu est actuellement en balade parmi les hommes, soi-disant pour faire un petit coucou. La dite rumeur enfle et remonte jusqu'aux oreilles de Lycaon, qui n'en croit pas une miette. Zeus se présente chez le roi d'Arcadie, donc chez Lycaon, qui se dit que s'il y a effectivement un dieu qui erre aux alentours, c'est sûrement ce mec-là. Pour évacuer le doute et tester l'omniscience des dieux, il concocte un plan. Il reçoit Zeus chez lui avec une politesse feinte, un sens de l'hospitalité qui est complètement hypocrite, et il ordonne que l'on prépare un grand festin pour son invité. Mais voilà le hic. Le repas en question n'est pas vraiment ce qu'on retrouverait dans les recettes de cuisine de ta grand-mère. En fait, Lycaon va chercher son ingrédient principal dans la prison du coin, et il s'agit d'un otage, qui lui a été livré, ou bien selon une autre version, carrément un de ses propres petits-fils, enfin qui que ce soit, ça se fait pas. Il le fait tuer, puis met une partie de son corps à bouillir et l'autre à rôtir. Le processus culinaire terminé, il place ses mets fumants en face de l'assiette de Zeus. Bon appétit! Zeus s'attendait bien à un crime de lèse-majesté, mais il était loin d'imaginer qu'on tenterait à son encontre une pareille fils de puterie. Servir un humain à un dieu, c'est quand même culotté. Alors dans un élan de rage, il fait pleuvoir une foudre terrifiante partout qui consume le palais. Lycaon tente de négocier, de supplier, de sauver sa peau, mais aucun mot ne sort de sa bouche. Ce qui veut pas dire qu'il est réduit au silence, bien au contraire. Ces hurlements troublent seuls le silence des campagnes. Transporté de rage et toujours affamé de meurtre, il se jette avec furie sur les troupeaux, il les déchire et jouit encore du sang qu'il fait couler. Ses vêtements se convertissent en un poil hérissé, ses bras deviennent des jambes, il est changé en loup et il conserve quelques restes de sa forme première. Son poil est gris comme l'étaient ses cheveux, on remarque la même violence sur sa figure, le même feu brille dans ses yeux, tout son corps offre l'image de son ancienne férocité. Ainsi se termine la métamorphose de Lycaon en loup, et ainsi se termine plus ou moins son histoire. Maintenant, si vous permettez que je me permette, Ovide, dans ses métamorphoses, nous dit que c'est immédiatement à la suite de ça que Zeus fait le choix d'oblitérer l'humanité, dont les seuls survivants sont Deucalion et Pyrrha. Mais ce même Ovide, dans ses mêmes métamorphoses, nous raconte la mésaventure de Callisto, la fille de Lycaon, bien après que celui-ci ait été changé en loup. Petite incohérence donc, mais poursuivons comme si de rien n'était. Callisto est la princesse d'Arcadie, puisque c'est la fille du roi, et également une nymphe, fidèle compagne d'Artémis, sa meilleure amie en quelque sorte, et extrêmement douée avec un arc et un javelot. Comme toutes les suivantes d'Artémis, elle a fait le vœu de chasteté. Tout va bien, les 2 copines font la chasse, se baignent à poil dans des lacs, vivent leur vie champêtre tranquillement, et on pourrait croire qu'elles sont destinées à rester super potes toute leur vie. Malheureusement, c'est sans compter sur Zeus et son aptitude à mettre son sgeg partout qui confine au génie. Par un bel après-midi de chasse, à l'ombre d'une forêt, Callisto dépose son arc et ses flèches et se repose, savourant l'instant présent.
Zeus l'aperçoit et sa toge se déforme au niveau de son entrejambe. Dit plus poétiquement, l'amour enflamme ses désirs. Il pense bien à Héra et son tempérament vindicatif. Sa femme sera irritée, comme à son habitude. Mais Callisto est vachement bonne et Zeus se dit que ça vaut le coup. Mais Callisto est également aussi vachement chaste, alors comment l'approcher ? La réponse semble évidente et pas du tout malsaine. Zeus se métamorphose en sa propre fille, Artémis. Trompant la vigilance de la nymphe grâce à cette apparence, il la rejoint et s'ensuit la conversation suivante. « Oh salut Callisto, ça farte ? La chasse était bonne ? Je t'embête pas ? Tu branles rien là ?» et tout le soin-soin. À cette arrivée, Callisto se lève et s'écrie « Yo, bien ou bien le sang ? Tu sais que t'es encore plus un boss que Zeus pour moi ? Sur la vie de ma mère, même en sa présence, je lui dirais que c'est moins un gars sûr que toi. » Bon, j'avoue, on n'est pas sur du dialogue verbatim, après la forme est quelque peu dénaturée, mais le fond reste vraiment le même que l'original. Super fidèle, mon rapport des faits. Zeus sourit, amusé de voir qu'il est préféré à lui-même. Alors qu'il profite de sa transformation pour baisser la garde de sa proie, il commence à l'embrasser. Avec insistance. Il s'agit pas de taper la bise là, mais de rouler des grosses pelles, le genre de truc qu'Artémis ne ferait pas en fait. Callisto accepte cette bizarrerie, parce qu'au fond c'est juste une meuf chill, et raconte sa journée. Mais son discours est de nouveau interrompu lorsque Zeus recommence à la galocher. Là, il se dit que c'est un petit peu étrange, mais quand elle réalise qu'il y a un truc qui cloche, c'est lorsqu'il commence à la déshabiller et qu'il se met à faire des trucs pas très catholiques. Là, effectivement, il y a un problème, et Callisto, elle a beau se défendre bec et ongle, elle a juste aucune chance de se défendre face au roi des dieux. Et lui, une fois sa petite affaire terminée, repart promptement dans les cieux. Sous le choc, Callisto s'enfuit en oubliant presque son arc, son carquois et ses flèches. Ses jambes la portent par hasard vers Artémis, la vraie cette fois. Craignant qu'il s'agisse de nouveau d'un piège, elle tourne ses pas dans un élan de panique et commence à fuir. Seuls les éclats de voix des nymphes qui accompagnent Artémis lui permettent d'être sûre qu'en fait là c'est bon, c'était vraiment la vraie Artémis qu'elle vient de voir. Soulagée, elle se mêle à tout ce petit monde, mais rien n'est plus pareil. Elle ose plus traîner trop près d'Artémis, ou de prendre le devant du groupe de nymphes, ni même de se faire remarquer. Elle a honte de ce qui lui est arrivé et elle garde les yeux rivés sur le sol. Seulement ce qui devait arriver arriva, parce que ça serait pas drôle si elle était pas tombée enceinte, voilà, et une grossesse, ça se cache pas indéfiniment. Le jour fatidique où la honte de Callisto est révélée se déroule ainsi. Artémis vaque à ses hobbies de chasseresse comme on peut s'y attendre venant de la déesse de la chasse. Heure après heure, elle commence à avoir un petit peu chaud parce que ce jour-là, ça tape. Alors, débarquant dans un petit bocage, elle aperçoit un ruisseau frais et propose à ses suivantes de profiter de la nature. Alors tout le monde se dessape et là, c'est le drame. On voit que son ventre est gonflé, signe indéniable que Callisto porte en elle la vie. Et qui dit porter la vie, dit relation sexuelle. Donc Artémis, voyant que sa plus fidèle compagne a rompu son vœu de chasteté, et sans comprendre pourquoi ni comment, elle s'indigne. Callisto est chassée, allez oust, barre-toi avant de souiller l'onde pure dans laquelle on se baigne, je ne veux plus te voir. Sympa. Vient le moment où elle doit mettre au monde le fruit de son viol. Charmant, c'est un petit garçon. Et on se doute bien que, ayant été abusée par Zeus, elle s'attire les foudres de Héra, bien sûr. C'est ce moment que Héra choisit pour faire un petit coup de pute, car la vengeance est un plat qui se mange froid. En l'occurrence, 9 mois plus tard. Elle débarque face à Callisto, la saisit par la tignasse et l'envoie valser au loin. À l'instar de son père, Callisto tente de supplier, mais à l'instar de son père, rien ne sort de sa bouche si ce n'est un cri qui n'a plus rien d'humain, un grondement, tout ce qu'il y a de plus sauvage. Ses bras se couvrent de poils hérissés, ses ongles se changent en griffes, son nez devient un museau, tout son corps se change en celui d'une ours. Contrairement à son père, elle ne perd pas son esprit. Ainsi, elle peut pleinement souffrir de sa condition, cerveau humain emprisonné dans un corps animal incapable de communiquer, délicate attention de la part de Héra. Combien de fois, errant seule dans les forêts,
erra-t-elle autour de sa maison et dans les champs qui naguère étaient son héritage? Combien de fois fut-elle poussée par les cris des chiens à travers les montagnes? Celle dont la chasse avait été l'exercice habituel fuyait, épouvantée, devant les chasseurs. Souvent l'infortunée, oubliant ce qu'elle était elle-même, se cachait tremblante à la vue des bêtes féroces. Ours dans les montagnes, elle craignait les ours, elle évitait les loups, et Lycaon, son père, était parmi eux. 15 ans plus tard, Arcas se balade avec son arc et ses flèches dans la forêt d'Érymanthe, car il est, lui aussi, devenu un chasseur. Par hasard, Callisto est aussi dans les parages. La mère et le fils s'aperçoivent. Callisto semble reconnaître Arcas et reste immobile, le regard fixé sur lui. Tellement fixé que le chasseur commence à devenir un peu nerveux et tend lentement son arc. Visant la tête de l'animal, il lâche sa flèche qui part suivie d'un sifflement sec. La pauvre Callisto aurait connu la mort dans la seconde si Zeus n'était pas intervenu pour stopper le trait dans sa course. Il évite ainsi un matricide. Puis, souhaitant réunir la mère et le fils, il les fait s'envoler et les place dans le ciel au milieu des étoiles et des astres, où ils forment désormais les deux constellations voisines, la petite ours et la grande ours. Tout est bien, qui finit bien, et non, pas tout de suite, parce qu'il y en a une qui n'est pas contente, Héra. Encore. Parce que la reine des dieux, maintenant, elle voit toutes les nuits sa rivale scintiller dans le ciel accompagnée de son fils et c'est tout bonnement intolérable. Elle descend se plaindre chez ceux qui l'ont élevée, les titans Océan et Thétis. En réponse aux interrogations de ceux-ci, elle explique la raison de sa venue. Près du plus petit et dernier cercle qui environne le pôle du monde, dit-elle, 2 nouveaux astres brillent, 2 nouvelles divinités dans les cieux. De femme à ours, Callisto redevient femme. Pire, elle devient divinité. Pauvre Héra, oh là là, ces 2 astres sont des monuments éternels de sa honte, sortons les violons. Parce que son problème à Héra, c'est surtout que, après tout, qui osera lui causer du tort dorénavant si au lieu de se retrouver dans la merde, on peut se retrouver dans le ciel? Alors puisque c'est comme ça, dans le ciel, elles sont et resteront. Héra obtient de Thétis et Océan que Callisto et Arcas ne se reposent jamais. Contrairement à toutes les autres constellations qui descendent se reposer dans l'océan, celles-ci resteront à jamais au-dessus de l'horizon. Et voilà, on va s'arrêter là. Si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez Mythologie grecque décomplexée, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes de streaming qui existent tout simplement. Si vous aimez les mèmes et l'humour, la page Instagram Mythologie grecque décomplexée vous attend. Si vous êtes des petits bavards, le Discord du Mont Olympe vous attend également. Tous les liens sont dans la description. Et ça vaut aussi pour le lien du Tipeee qui permet un financement participatif de mon travail et un petit soutien financier qui fait toujours extrêmement plaisir. Vous pouvez donner si vous avez les moyens, sinon, évitez. Je remercie les tipeurs du mois de février et les tipeurs récurrents. À l'heure où j'enregistre, vous êtes les suivants. Merci à Omelette, Kuramato, Scotty, Verveine, Valzul, Mélinda, Ilona, Aventurine, Angela Napp, Mathilde, Jérémy et Charles. Votre soutien me fait toujours énormément plaisir et me permet d'assurer la qualité de ce podcast. Pour terminer, je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Mythologie grecque décomplexée. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Margot pour vous divertir. Ciao!